Moutiri, à peu près 300 mètres de la première source, il y a une borne fontaine qui approvisionne aussi plus de 150 autres ménages. Les abonnés doivent payer 1500 francs congolais les mois pour espérer puiser de l'eau entre 6 heures, 9 heures ou 15 heures et 18 heures. Mais ici, le débit est faible et la quantité de l'eau reste aussi insuffisante pour satisfaire tous les abonnés. Dans ce ménage, tous les bidons sont vides. Une pénurie d'eau qui ne permet plus à la famille de respecter les règles d'hygiène en cette période pandémique. Nous ne savons plus respecter les règles d'hygiène parce que nous n'avons pas de l'eau. L'eau est rare. Nous ne lavons plus les mains ni lessiver les habits. Et ceux qui nous ouvrent la borne fontaine deviennent de plus en plus sévères envers nous. Des habitants qui craignent pour leur santé plaident pour une aide urgente de la part des autorités ou services compétents en vue de leur garantir l'approvisionnement en eau potable. Les forces armées de la République démocratique du Congo font d'énormes sacrifices pour combattre les ADF qui massacrent la population dans les territoires de Béni. C'est ce que pense M. Joseph Kouletata, un chercheur en question des groupes armés, bien que le massacre tarde à prendre fin. Ce dernier estime que les conditions ne sont pas favorables aux forces armées de la RDC pour les permettre à bien mener les opérations de traque des ADF. Nos forces armées, c'est une armée qui a beaucoup de problèmes. Quelque part, je la félicite de pouvoir se débattre dans sa confusion, parce qu'il y a trop de confusion. On ne sait pas qui est qui, on soupçonne des intrus là-dedans, on ramasse des gens qui viennent, je ne sais pas moi d'où, dans des groupes armés, ils viennent entrer dans l'armée, servir sous le drapeau. Nos militaires n'ont pas été préparés pour mener de tels combats. Quand on fait 9 mois dans les centres de formation militaire, ce n'est pas pour aller combattre contre quelqu'un dont vous ne connaissez ni l'identité, quelqu'un qui fait les combats non classiques, parce que la Convention de Genève vous dira, un combattant sur le champ de bataille, il doit porter des insignes distinctifs. Vous portez la tenue, vous portez le drapeau de votre pays, on sait que c'est le militaire de telle unité, de tel pays. Même si vous tombez entre les mains des adversaires, il faut qu'ils sachent que ça c'est un militaire identifiable à telle unité. Vous allez combattre les gens, tantôt ils sont en culotte, tantôt ils portent des houes comme s'ils allaient au champ. Alors qu'ils sont en train de piéger les gens qui veulent aller au champ, allez, on les découpe avec ces houes-là et les machettes. Les militaires qui sont en front mais qui logent dans la cité, parmi la population. Le soir, nous prenons du cacique ensemble, sous l'effet de l'ivresse, ce qu'il va raconter, ce que moi je vais dire. Comment vous voulez gérer la crise de cette manière-là? Par ailleurs, il y a aussi la question de motivation. C'est l'aspect psychologique. Le service militaire, c'est une profession. Quand quelqu'un quitte sa maison, il dit « je m'enrôle dans l'armée ». Il veut gagner sa vie tout en défendant la République, la patrie, mais il faut qu'il gagne aussi sa vie là-bas. S'il a une affaire, il faut que la femme mange. Il faut que la femme étudie. Il en est de même pour nos militaires qui tombent, qui se retrouvent blessés, par exemple, sur le champ de combat. Vous le traitez comment? Il est utile lorsqu'il est à bonne santé. Quand il est blessé, bon alors, quand il est abandonné, est-ce que ça va renforcer la morale de celui qui est là-bas, qui est en train de faire le travail pour défendre la patrie? Donc, il faut renforcer, n'est-ce pas, les combats militaires des FARDC avec d'autres techniques. Il faut relever le niveau de notre armée. Vous parlez par exemple du renseignement, madame. Il n'y a pas d'armée sans renseignement. Les pites qui viennent de partout, vous les trouvez dans les trous des fusiliers, des militaires. Les militaires est sur le champ de bataille, sur la ligne avancée, et vous trouvez une pite là-bas, dans le trou. Quand est-ce que vous ne serez pas infiltré? Cette maman-là, est-ce que vous connaissez sa mission? Si elle est pite, elle est avec toi maintenant. Avant d'arriver là-bas, elle était avec qui, vous savez? Les camps militaires, quand les militaires sont dans les opérations, les civils, même votre épouse, vous êtes une femme mariée, vous n'avez pas le droit d'accéder dans leur camp. Et lorsque vous parlez à votre mari ailleurs, on surveille même ce que vous vous dites. On peut vous laisser juste 3 minutes pour l'intimité, vous allez dire ce que vous ne pouvez pas dire devant les autres, mais vous n'allez pas traîner. Dit madame, vous devez rentrer. Et vous venez peut-être une seule fois par 3 mois. Laissez les militaires se concentrer à son travail.
Les FARDC sont sur la ligne de front depuis environ 7 ans pour combattre les ADF. Ces opérations ont coûté la vie à plusieurs militaires FARDC, parmi elles des officiers, dont le colonel Mamadou. Ces opérations ont été lancées plus d'une fois et suspendues à la suite pour diverses raisons. Il y a environ un an, le commandant suprême des forces armées de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi, a ordonné la relance des opérations qui sont en cours pour éradiquer complètement les phénomènes ADF dans les territoires de Béni. Ces opérations qui donnaient déjà de l'espoir à plus d'un Congolais sont encore aujourd'hui sabotées par ces rebelles ADF qui continuent à tuer les populations civiles de la manière la plus atroce. Le procès de Vital Kamerhe et consorts s'est poursuivi ce mercredi. Le tribunal a de nouveau siégé en chambre foraine à la prison centrale de Makala. L'audience de ce mercredi était particulière car intervenue après le décès du juge Raphaël Yangui qui présidait le tribunal depuis l'ouverture du procès. Il vient d'être remplacé par un autre, le magistrat Pierrot Bakenge Mvita, ainsi comme l'exige la procédure, la greffière du tribunal en lieu à l'intention du nouveau juge président le résumé de faits d'audience antérieure pour permettre de régulariser la composition. Un travail qui a duré plus de 3 heures pour la greffière. S'en est suivi la poursuite de l'instruction de l'affaire. Le tribunal a interrogé le prévenu Jamal Kamerhe sur les dossiers impliquant leurs proches dans la passation de marché relatif à la construction de maisons préfabriquées. Jamal a reconnu avoir gratifié un prénommé Daniel à lui accorder une parcelle, aujourd'hui inscrite curieusement au nom de la fille de Kamerhe. Mais l'homme d'affaires libanais a dit qu'il ignorait que le prénommé Daniel, ami en son fils, était neveu à Vital Kamerhe. Au terme de ces discussions, le tribunal a invité des témoins à comparaître pour éclairer les lanternes de parti. Il s'agit de Justin Bitakwira, ancien ministre du Développement rural, du secrétaire général du ministère, ainsi que du directeur général du marché public. Il a été question pour le tribunal de vérifier les conditions de passation du marché relatif à l'achat et l'installation des maisons préfabriquées. De ces auditions, il ressort que le premier contrat de construction de 900 maisons à 26 millions de dollars américains a bel et bien été signé par Justin Bitakwira et le projet de l'avenant tendant à modifier le premier contrat en réévaluant le nombre de maisons préfabriquées de 900 500 maisons pour 57 millions de dollars américains a également été présenté par lui. Mais le directeur général des marchés publics a précisé que même si ce contrat de 57 millions de dollars américains a été exécuté par la présidence, il n'avait jamais été validé par son service. Vital Kamerhe et ce que les témoins ont discuté du contenu de plusieurs pièces à conviction les concernant. Après plus de 8 heures d'audience, les procès ont été renvoyés au jeudi 4 juillet prochain. D'après le juge président Pierrot Bakenge Mvita, il sera question de confronter les témoins et le prévenu.